Bon, il y a eu cette possibilité de faire des adaptations. Certains départements ont repassé des routes à 90. Bon, je crois que voilà. Enfin, moi, je suis pas contre la limitation des vitesses, y compris cette baisse progressive. Bon, je crois qu'il faut aussi apprendre à vivre en levant un petit peu le pied. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr que quand on voit des radars positionnés juste à l'endroit où on aurait envie de prendre un peu de vitesse, parce que vraiment, bon, on se dit là, on se transforme un petit peu en vache à lait. Donc c'est vrai qu'il y a cette pression-là, ces contraintes, elles sont pas justes. Et par ailleurs, je trouve aussi qu'il y a tout un aspect qui est souvent mis de côté, c'est l'entretien des routes. Et on n'a pas besoin d'aller loin dans la ruralité. On peut voir aussi dans les villes comment il y a un problème aussi là d'entretien des routes avec un véritable danger pour ceux qui circulent. Donc il faudrait bien sûr qu'il y a cet objectif-là, qu'il faut que chacun soit responsable de son comportement, et en même temps, il y a aussi des choses que l'État doit prendre en charge beaucoup mieux. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, la voiture, c'est un vrai problème. Quand on revient du boulot, qu'on a fait une journée chargée, qu'on n'en peut plus, je pense à des infirmières, parce que j'ai discuté il n'y a pas bien longtemps avec une amie qui travaille dans un hôpital où il y a du travail en 12 heures, par exemple. Et quand on a travaillé 12 heures, qu'on doit prendre sa voiture, eh bien, il y a des dangers sur la route. Donc voilà, on est dans un contexte général où tous ces facteurs sont à prendre en compte, et pas seulement faire la leçon, et pas seulement mettre des amendes ou des contraintes nouvelles, mais faciliter la vie de chacun. Et ça passe aussi par l'organisation du travail, par l'organisation des transports en commun, par l'entretien des routes, etc., etc. Alors, il y a Nathalie Arthaud, je vous coupe. J'allais vous donner la parole. En tout cas, on a un petit peu étendu le sujet sur les masques et sur les tests. On va y revenir parce qu'on a un invité qui nous attend dans un instant. Je voulais avoir votre avis sur l'idée d'un reconfinement ciblé, localisé, qui pourrait voir le jour en cas de recrudescence du virus. Ça serait un immense échec quand même. Parce que après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a compris de ce virus, de comment il fallait se protéger, après que le gouvernement nous ait dit que maintenant c'était bon, il contrôlait la situation, qu'il y avait les tests, des campagnes massives de dépistage qui allaient être mises en œuvre, si on en était réduit à cette extrémité, ça serait quand même très 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 grave. Et moi je suis toujours très en colère de voir ces reportages qui se succèdent sur l'irresponsabilité de la population, le relâchement de la population. Moi, écoutez, non, à partir du moment où on sait quelle est la situation, à partir du moment où les consignes sont claires, je vois que voilà, la population joue le jeu. Je suis désolée, mais jusqu'à présent, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était à géométrie variable. Et même, quand même, il y a une succession de mensonges. De mensonges sur les masques, parce que là, ils sont obligatoires aujourd'hui, d'accord, dans les lieux publics clos, d'accord, mais enfin, souvenons-nous. Pendant toute une période, le masque était inutile et même il était contre-productif. C'est ce que nous disait Laurent Jacobelli à vos côtés tout à l'heure. Oui. Et puis ensuite, il y a eu, on savait pas tellement, on avait compris qu'à l'extérieur, il n'y avait pas de danger, qu'il fallait pas le mettre. Peut-être que dans un mois, on nous dira qu'il faut le mettre aussi à l'air libre, je sais pas. Mais à partir du moment où les règles sont claires, eh bien moi je pense, voilà, je vois que la population joue le jeu. Je vois dans les transports, je le vois dans les bus, je le vois dans les métros. Maintenant, il faudra aller aussi jusqu'au bout. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut rendre le masque obligatoire sans le mettre à disposition gratuitement. C'est aussi un problème exactement un problème qui va se poser avec l'obligation de masque. C'est pas un détail. Parce que, effectivement, c'est quand même cher. Surtout pour une famille. Dès qu'on a des enfants, dès qu'on veut avoir ne serait-ce qu'un masque par jour à disposition. Les enfants ne sont pas censés porter le masque.
Au-dessus de 11 ans. Au-dessus de 11 ans. Au-dessus de 11 ans. Donc, quand on a des familles nombreuses, même avec 2 enfants de plus de 11 ans, eh bien, ça peut facilement atteindre 150 ou 200 euros. Voilà, le Parisien parle d'un budget qui peut aller jusqu'à 228 euros par mois. Ils ont fait le calcul. Cette décision-là, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Pourquoi ? Alors qu'on rend les masques obligatoires, on n'en met pas à la disposition de ceux qui en ont besoin et qui ne peuvent pas les acheter. C'est pas une obligation de le faire gratuit, mais il y a beaucoup d'endroits qui mettent à disposition gratuitement. Non, écoutez, on ne trouve pas des masques gratuitement aujourd'hui. Je suis. Quand on va dans les magasins, vous disent si vous n'avez pas le masque, vous rentrez pas. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité de l'État. C'est de la responsabilité de l'État. Autre chose sur les masques aussi, je tiens quand même aussi à souligner un aspect, c'est que dans les entreprises, oui, les masques parfois sont obligatoires, et y compris dans les supermarchés, etc. Donc il y a des salariés qui doivent travailler avec les masques. Et ça, c'est depuis déjà plusieurs mois. Eh bien, c'est dur, c'est une contrainte difficile. Est-ce qu'on a augmenté le temps de pause, Non, pas du tout. Il y a toujours, les pauses sont toujours aussi limitées, le travail est toujours aussi dur, les cadences sont toujours aussi dures. Ça aussi, il faut le revoir. Si on veut vraiment que les salariés puissent se protéger au travail, conserver leur masque au travail, il faut aussi veiller à leurs conditions de travail, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Allez, je voulais qu'on parle des... Je vous entends rapidement. Non, ils sont très loin de construire une Europe fédérale, puisqu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord dans une circonstance ô combien effectivement catastrophique et urgente. On voit que Angela Merkel a effectivement changé de point de vue parce que justement, elle voit bien que la situation est vraiment, il faut sortir la lance à incendie, voilà. Mais et donc il faut sortir les milliards et les milliards. Mais la question, c'est pas tellement d'où viendra, comment ils vont organiser la machinerie de ce plan de relance, mais où vont aller ces milliards? Et là où ils sont tous d'accord, c'est pour que ces milliards aillent dans les grands groupes, parce que quand on nous explique qu'on va soutenir les entreprises, ce sont toujours les grands groupes industriels qui raflent la mise, c'est ça la réalité. Donc en fait, on va ouvrir les vannes une fois de plus de l'argent public pour que cet argent public aille enrichir la grande bourgeoisie, les financiers et les spéculateurs. Et il y aura 0 emploi. Alors moi, quand j'entends parler de ces plans de relance... Madame Merkel, ce sont ces PME de l'autre du secteur automobile qui ont alerté sur l'importance d'un plan. C'est bien des millions d'emplois. Donc que l'État crée directement ces emplois dans des endroits utiles. Merci. Il y aurait de quoi faire. Merci à tous les quatre.